Nous n'avons pas obtenu l'autorisation de mise en service. Hier encore, nous avons reçu une réponse négative, refus d'accepter les documents. Il y a beaucoup de points litigieux à ce sujet. Nous nous occupons de cette affaire. Et quoi qu'il en soit, oui, il est clair et évident qu'il n'existe pas de documents clairs, précis et constructifs, ni de règlement établi. Quels sont exactement les documents spécifiques qui doivent être impérativement fournis, ainsi que les éléments précis qui doivent y figurer obligatoirement. Mais on constate malheureusement que beaucoup trop de choses manquent à l'appel. On a vraiment l'impression que l'on suppose que nous sommes censés tout deviner et tout savoir de manière purement intuitive. Et quant au fait qu'ils rédigent eux-mêmes les règles, il faut deviner, lire dans leurs pensées. C'est la première chose. Et la deuxième, ils ne trouvent pas et ne voient pas les documents qui existent, et c'est toute cette vieille histoire qui s'est déjà produite lors de l'obtention de la conclusion sur l'achèvement de la construction. Nous ne pourrons plus acheter le terrain à 1% de la valeur cadastrale. Il est fort probable que nous soyons obligés de l'acheter au tarif le plus élevé du marché. Les prix ne cessent de grimper actuellement, et en plus, il y a même des intentions sérieuses de multiplier par 2 une fois de plus la valeur cadastrale. Il faut donc réfléchir à l'intérêt de s'engager là-dedans. Mais ces deux événements n'influencent en rien nos projets. Oui, il aurait été bien d'acheter le terrain. Pourquoi avons-nous essayé de le faire? Parce que, par exemple, il valait 98 millions en valeur cadastrale, puis 138. En faisant l'acquisition de ce bien à seulement 1% de sa valeur, cela représente un ratio exceptionnel de 1 à cent. En investissant la somme de 1 million, nous aurions pu obtenir un retour de 100 millions, tout en tenant compte de la présence d'un bâtiment construit dessus, la valeur commerciale réelle, ainsi que l'évaluation commerciale globale, aurait largement dépassé la barre des 100 millions. Évidemment, multiplier 1 million par 100 aurait été formidable. Maintenant, si on achète au prix cadastral complet, on peut doubler la valeur. Lors de l'évaluation, la valeur peut doubler. Ce n'est pas nous qui pouvons le faire, mais les experts évaluateurs peuvent doubler la valeur. Peut-être un peu plus. Est-ce que ça a du sens? Oui, ça en a, mais il n'y a pas d'argent. D'ailleurs, en février, 9,5 millions sont arrivés. Cependant, en dépit de toutes ces circonstances, nous ne comptons absolument pas abandonner nos projets relatifs à la préparation minutieuse des documents, nécessaires pour l'acquisition définitive de ce terrain. Ces documents comprennent tout un éventail. L'essentiel, c'est que nous devons prouver que nous respectons les conditions du contrat tripartite entre le département de la politique d'investissement et de l'industrie, Technopolis, et la SARL Sovelmash. Arrivé à ce stade précis de notre progression, il vaut vraiment mieux prendre le temps de préparer tous les documents nécessaires et de les mettre soigneusement de côté. Leur moment d'utilité viendra bien assez tôt dans le processus. En tout cas, soyez assurés qu'ils ne gêneront absolument pas la suite des opérations. C'est précisément pour cette raison fondamentale que les plans initiaux de préparation des documents ne changent pas d'un iota. D'ailleurs, au cours de cette semaine, nous avons littéralement lancé avec succès le coulage technique des rotors destinés spécifiquement à la fabrication de la meuleuse d'angle. Les outillages sont arrivés. On nous avait alors montré en vidéo comment il faisait le moulage. Nous avons commencé à couler. Un problème est survenu, il y avait un défaut de coulée partielle. Nous avons compris d'où venait le problème, nous avons agrandi l'orifice d'injection. Là-bas, il y avait littéralement 2,2 mm, nous avons augmenté à 2,5. L'injection s'est bien passée. Mais nous avions un défaut, ces canaux de coulée, lors du refroidissement, aspiraient le métal de la bague de court-circuit. Nous avons trouvé la solution, il ne faut pas chauffer, mais refroidir la plaque du milieu. Un travail sérieux a été mené et se poursuit pour mettre au point les technologies afin, tout d'abord, que la coulée soit de qualité et qu'il n'y ait pas de retour d'aluminium. Deuxièmement, il faut que nos masses soient strictement contrôlées. Chaque pièce coulée ne doit différer que de fractions de grammes. Et ce qui est important, c'est qu'il faudra ensuite retravailler le moule pour éviter tout déséquilibre. Ce que nous vérifions actuellement sur les machines d'équilibrage, c'est 0,5 g.
et cela pour 18 000 tours par minute. Je pense que nous atteindrons les 0,01 g comme il le faut. La technologie de coulée est en cours d'optimisation. Cela a été partagé dans le chat numéro 1. À présent, nous avons uniformisé la température technologique de la fonte pour le moulage des rotors et des moteurs intégrés. En même temps, à cette même température, nous procédons actuellement au moulage du rotor de la taille 305. Ce qui n'est pas négligeable, car chauffer, refroidir le creuset, ajuster la température, ce n'est pas la bonne méthode. C'est pourquoi nous avons réussi à faire en sorte qu'avec une seule et même température technologique de la fonte, nous coulons à la machine en moulage sous haute pression et nous coulons aussi dans le moule permanent. Nous avons désormais publié les toutes dernières photos haute résolution. Ainsi, vous pouvez constater par vous-même la qualité exceptionnelle de la coulée de béton. Eh bien, pour ma part, je dois dire que ça me plaît énormément. Tous les problèmes complexes que nous rencontrons actuellement avec les divers services administratifs et les fonctionnaires ne doivent en aucun cas influencer négativement l'avancement concret du projet. C'est précisément pourquoi nous utilisons ce temps précieux pour perfectionner et approfondir notre perspective d'évaluation globale. L'évaluation commerciale des actifs de la SARL Sovelmash est aussi pour perfectionner la technologie et constituer le stock de composants en entrepôt. Pourquoi est-ce nécessaire ? Dès que, par exemple, on commence à assembler une meuleuse d'angle, il n'y aura plus de temps pour courir acheter une pièce détachée ou faire autre chose. Absolument pas. Il doit y avoir suffisamment de kits pour ne pas interrompre ce processus. Et assembler une ou deux meuleuses d'angle, c'est une chose, mais en assembler une série, c'en est une autre. Par exemple, à l'heure actuelle, nous venons de poster une photo précise dans le chat numéro 1. La pièce est encore très chaude à ce stade et on la met immédiatement sous contrainte. Après avoir effectué cette mise sous contrainte, nous récupérons soigneusement une moitié de l'ensemble, puis on y installe les amortisseurs spécifiques que nous avons montés nous-mêmes directement au sein de notre propre atelier de fabrication. On y installe ensuite la carte. Et là, un problème est apparu, il faut appuyer un peu sur le boîtier pour insérer la carte, car l'espace entre les pattes est légèrement trop étroit. C'est pourquoi nous avons maintenant modifié la base pour la mise sous contrainte, afin que l'assembleur n'ait pas à forcer, qu'il puisse simplement poser l'amortisseur, poser la carte, la fixer avec des rondelles et assembler le tout. Ainsi, il ne perd pas de temps, car il vaut mieux perdre une journée maintenant pour tout finaliser, plutôt que de perdre du temps plus tard lors de l'assemblage. Cela coûte très cher, c'est inacceptable. Le travail de mise au point est très sérieux, il se fait chaque jour, chaque heure, en permanence. Et en même temps, nous augmentons les volumes de chargement des tours CNC et des centres d'usinage avec des commandes commerciales, car cela nous permet d'attirer des opérateurs de machines supplémentaires et de les charger, puis de remplacer progressivement le produit commercial par notre propre produit. Nous avons également fait de grands progrès en ce qui concerne le multilock, mais si le fait d'avoir mis au point les contrôleurs de vol est une chose, il en va autrement pour ce qui concerne directement le moteur. Le développement de sa durée de vie, le choix et la sélection des fournisseurs de roulement, car nous avons rencontré un problème. Il y avait 2 roulements à 2 rangées, mais ils ne se sont pas révélés fiables. C'est pourquoi nous avons changé de fabricant. De la même manière, après ce remplacement, nous effectuons des essais de durée de vie. Nous avons également conçu et réalisé un certain nombre de structures sur ce modèle, et elles sont actuellement en cours de fabrication en métal. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des réducteurs à ondes. D'ailleurs, le rapport de réduction ici est de 91. C'est un modèle à 2 étages avec un rapport de 9,9. Ici, 81, c'est le rapport de transmission. C'est ici que notre moteur vient se fixer. On assemble. Bien sûr, l'arbre sera différent ici. Et là, on met les chenilles. On obtient donc ce petit entraînement d'un côté, puis de l'autre. Les 2 contrôleurs sont aussi les nôtres, les batteries viennent de Chine. Ce dispositif innovant peut tout à fait être utilisé dans le secteur de l'agriculture, dans le domaine de l'industrie ou encore à l'intérieur des serres. Une fois qu'on l'a routièrement assemblé, il est capable de se déplacer de manière totalement autonome. Il peut monter une pente,
aller dans n'importe quelle direction, car on peut aussi mettre ici un rapport plus élevé. Pourquoi tout cela reste-t-il aussi compact? Parce que notre moteur tourne à très haute vitesse, 12 000 tours par minute et plus. Et plus il y a de tours par minute, plus ses dimensions sont réduites. C'est pourquoi notre moteur, à peine plus grand que ce réducteur, développe une puissance de 5, 6, 7 kW, voire 10 kW, selon le module. C'est une machine sérieuse. Et dans cette machine, il y a 8 à 12 fois moins de cuivre et d'acier électrique que dans les modèles chinois. Et d'autres analogues proches de moteurs asynchrones. C'est précisément pour cette raison que ce produit est moins cher à fabriquer que n'importe quel équivalent actuellement produit dans le monde. Et, par conséquent, il est commercialement attractif. C'est pourquoi toute une série de développements réalisés en métal est déjà intégrée dans la production, non pour l'instant aucune concurrence. Tout est-il prêt pour la production de meuleuses d'angles? Non, pas tout à fait. En ce moment, nous sommes en train d'ajuster l'outillage pour le moulage du rotor. Nous n'avons pas encore la turbine pour le ventilateur. Celle que nous avons actuellement ne convient pas, car il s'agit d'un modèle chinois standard avec 31 pales. Mais pour nos conditions de fonctionnement, le plus efficace serait 15 pales. Nous attendons. En plus, il faudra la modifier. Il y a aussi un autre problème. Les Chinois nous ont livré une machine de frappe à froid. J'ai déjà parlé des conséquences. Actuellement, le matériau est du HVG. Nous avons reçu les ébauches nécessaires pour fabriquer la matrice, celle qui, disons-le, était défectueuse. Il va falloir s'en occuper nous-mêmes. Nous allons faire en sorte qu'il ne soit pas nécessaire d'usiner, de réaliser tout le travail de tournage lors de la fabrication de l'arbre dans la meuleuse d'angle, mais plutôt de pouvoir effectuer le matrissage de l'ébauche, sur laquelle il ne restera plus qu'à faire l'opération de finition. Cela non plus n'est pas encore prêt chez nous. Il y a donc toute une série d'opérations qui ne sont pas encore prêtes.